Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Julien, je crois qu'on vient de parler de toi. C'est vrai, à quelle occasion? Bah toi, on a dit les Chroniques de Savoie avec tout à Julien. Fait. Oui. Non, je suis bien réveillé. Il est bien en forme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vendredi 7 mars, il y a toujours le soleil, c'est toujours le printemps qui arrive tout doucement. Mais là, c'est les Chroniques de Savoie avec l'ami Julien. Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Lac. Ça va, Julien? Ça va bien. Bonjour à toi, Jean-Pierre. Et puis un petit coucou à Sandra, qui, je pense, nous écoute. Si elle ne dort pas, elle nous écoute. On espère. Donc, bonjour. Alors, les Chroniques de Savoie. Rendez-vous mensuel avec l'histoire de la Savoie, des personnages qui ont marqué notre histoire. C'est ça, des personnages, des événements, des lieux qui ont marqué l'histoire de nos territoires, bien sûr, parce que quand on parle des Savoies, c'est la Savoie, c'est la Haute-Savoie, mais c'est également le comté de Nice, le Piémont, et puis on peut même parfois remonter à des territoires un peu plus le Bugey, le Val-Romey, aussi, tout, la Bresse. La Bresse, l'île de Chypre aussi. L'île de Chypre. On peut remonter aussi jusqu'à l'Espagne, puisque un des frères du premier roi d'Italie a été de manière assez brève roi d'Espagne également. Donc voilà, on a une histoire qui est très importante. La semaine dernière, le mois dernier, nous avons parlé du prince Eugène de Savoie, donc le militaire. On a plutôt parlé de ces aspects-là. Et donc nous sommes allés jusqu'en Vienne et jusqu'aux frontières de l'Empire ottoman. Donc c'est vrai que l'histoire de la Savoie dépasse très largement les frontières de nos départements actuels. Et d'ailleurs, il y a aussi un territoire qu'on a oublié de nommer, parce que tu as parlé à juste titre du Val-Romey, du Bugey et de la Bresse, mais c'est également le Genevois, qui a été aussi, jusqu'en 1536, une possession des ducs de Savoie. D'accord, très bien, voilà. Écoute. Parfait, merci, bon week-end. On a fait le tour. Alors, Julien Donzel va nous parler aujourd'hui d'un personnage illustre. C'est ça. De l'histoire de la Savoie, qui est mort dans une très belle commune, celle de Challes-des-Eaux. Qui est ma commune. D'accord. Donc, je suis content d'en parler, parce que c'est une personne qui a marqué l'histoire, qui est tombée un peu dans l'oubli, malheureusement, et qui a eu un apport très important, notamment dans l'histoire des sciences. Puisque nous allons revenir sur le 19e siècle, et bien sûr le 19e siècle est le siècle des sciences avec de nombreuses avancées technologiques. Et Lazare de la Coronia, c'est lui, on va en parler, donc qui a une vie incroyable, on va bien sûr rentrer plus en détail tout à l'heure, mais il est né en Grèce, il a fait ses études à Paris, il a exercé en Égypte et il est mort à Challes-des-Eaux. Voilà, donc une vie incroyable pour un homme du 19e siècle, voilà. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que nous revenons sur des personnes un peu tombées dans l'oubli, des illustres anonymes, puisqu'il y a quelques mois, souviens-toi, nous avons eu une très belle émission avec Jacques Viou, où nous sommes revenus sur la vie et le destin extraordinaire d'André Caron, épouse de la Gacan. La Bégum. Voilà, c'est ça, qui a épousé la Gacan, ici même à Aix-les-Bains. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de Lazare da Coronia. Alors, on suppose qu'il a des origines espagnoles, da Coronia, c'est pas vraiment grec, ça fait pas vraiment non plus français, da Coronia, et donc cet homme coche vraiment toutes les cases de notre chronique, puisqu'il a bien sûr habité et il est mort à Challes-des-Eaux. Il est né dans une île lointaine en grec, dans les Cyclades. Alors aujourd'hui, tout est à 2 heures d'avion, mais pour l'époque, il faut se rendre compte un peu des difficultés d'accéder d'une île des Cyclades à Paris. C'est quand même des chemins qui étaient très longs à l'époque. Il a été bey de l'Empire ottoman et titulaire de la Légion d'honneur. Bref, un homme au destin incroyable. Et donc, nous allons aussi revenir. Que tu vas nous faire revivre à travers ta chronique, les Chroniques de Savoie, sur Radio Grand Lac. C'est vrai que sa vie est, on peut le dire, digne d'un roman, même si aujourd'hui, malheureusement, peu de personnes connaissent Lazare da Coronia. On t'écoute. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par une petite anecdote historique. Petite parenthèse, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 mars, eh bien, figurez-vous que c'est le 7 mars de l'année 1507, au début du XVIe siècle, que naquit Claude de Savoie, qui fut gouverneur et grand sénéchal de Provence. Qu'est-ce que grand sénéchal? En fait, c'est gouverneur de cette province de Provence. Il a été amiral des mers du Levant et protecteur de la communauté protestante. Son père, c'était René de Savoie, et c'était le fils bâtard du duc de Savoie, Philippe II, et c'est pour ça qu'on l'appelait le bâtard de Savoie. Bref, petite parenthèse pour vous dire que notre histoire est tellement riche que nous pouvons pour chaque jour de l'année trouver une anecdote en rapport avec l'histoire des pays de Savoie. Ça peut être une bataille, l'édification d'un monument,
la naissance d'un illustre personnage ou son décès. Chaque jour du calendrier, je me suis amusé à le faire. Du 1er janvier au 31 décembre, nous pouvons trouver des événements en lien avec notre riche histoire. Mais nous allons revenir à nos moutons. Et bien sûr, pour commencer, nous allons débuter par le début, la genèse de Lazare da Coruña, puisqu'il naît le 2 mars 1835. C'était d'ailleurs, il y a quelques jours, son anniversaire, sur l'île grecque de Santorin. Bien sûr, Santorin, vous connaissez cette île aujourd'hui, destination de vacances favorite dans les îles de ce qu'on appelle les Cyclades. Et c'est une destination qui fait rêver. On voit tous ces toits bleus magnifiques et cette île avec la caldeira, ce fabuleux balcon sur la mer. Et donc, Lazare da Coruña n'est bien sûr pas français puisqu'il naît sur l'île grecque de Santorin. Et je parle bien d'une île grecque, puisque l'occupation ottomane de la Grèce, elle s'est achevée quelques années plus tôt, c'était le 8 février 1830, et vous allez voir qu'à partir de la petite histoire de Lazare da Coruña, nous allons voir aussi la grande histoire, puisque sa vie a eu lieu en même temps que d'événements historiques fondamentaux dans notre histoire. Alors, qu'est-ce que l'île de Santorin? C'est vrai que c'est une île des Cyclades, et cette île, elle fait vraiment rêver. Alors aujourd'hui, Santorin est connue dans le monde entier et elle a une histoire bien particulière puisque sa création, elle est due à ce que l'on nomme l'éruption minoïenne. C'était en 1600 avant Jésus-Christ. Et on raconte que cette éruption volcanique gigantesque, vraiment, précipita la chute de la civilisation minoïenne. Donc vous voyez, éruption minoïenne, civilisation minoïenne, qui était en fait la première civilisation européenne née en Crète. On était en 2000 avant Jésus-Christ. Bref, l'éruption de ce volcan a créé ce qu'on appelle la caldeira, c'est-à-dire une falaise verticale circulaire, et c'est là que de nombreux hôtels se sont installés dans la capitale, qui est la ville de Fira. Et c'est à Fira que naît Lazare da Coruña. Et c'est donc au cœur du 19e siècle, période qui a été marquée par l'expansion de la connaissance scientifique, mais ça on va le voir dans quelques instants, et c'est ici que naît Lazare da Coruña. Alors Lazare da Coruña, c'est le fils d'Irène et de Guillaume da Coruña, vous l'aurez deviné, qui était nommé consul de France à Santorin en 1856. Donc déjà, on voit que de par la profession de son papa, il y a quelques attaches avec la France, et ce lien sera en fait le premier d'une longue série. En 1857, Lazare da Coruña obtient son baccalauréat et de son équivalence française, et grâce à ça, il arrive à s'inscrire à la faculté de médecine de Paris. Alors, attention, parce qu'il y a une petite confusion, il existe deux terminologies pour désigner la faculté de médecine de Paris. Il y a ce que l'on appelle l'ancienne faculté de médecine de Paris, qui appartenait à l'ancienne université de Paris, et sa fondation, elle est très ancienne, puisqu'elle remonte à 1200. Après une première fermeture, il y a eu, en 1793, donc pendant la Révolution, il y a eu une année après une nouvelle école de médecine de Paris, et Lazare est inscrit dans cette école, donc de la nouvelle faculté de médecine de Paris, qui a été fondée en 1808 par un décret de l'empereur Napoléon Ier et qui portait sur l'organisation de l'université impériale de France. Nous sommes bien sûr au cœur du 19e siècle et Lazare assiste, on va dire peut-être presque en direct, à l'évolution de la médecine. Alors quelques exemples, des exemples qui sont très importants dans l'histoire. Et ben l'invention du stéthoscope. Alors, cocorico, c'est une invention française par le français Laennec. Nous sommes en 1816. Alors, le stéthoscope, pour ceux qui l'ignorent, c'est cet instrument que les médecins portent aux oreilles pour écouter notamment le cœur et les poumons. Et en 1846, donc l'américain William Thomas Morton effectue la première anesthésie à l'éther. Alors, je ne sais pas, il me semble que c'était pour une chirurgie dentaire, mais j'espère que le patient était bien endormi, puisqu'on peut imaginer les douleurs des opérations à l'époque, puisque vous savez que jusqu'au 19e siècle, les anesthésies n'existaient pas et les opérations se faisaient à vif. On imagine les douleurs des patients. Bref, la médecine européenne connaît aussi des avancées rares grâce à l'impulsion de scientifiques de talent. Le microbiologiste allemand Koch, qui isole la bactérie de la tuberculose, et bien sûr Louis Pasteur et son vaccin contre la rage. Alors, nous, en France, vu que nous sommes un peu chauvins, nous mettons bien sûr beaucoup en avant Louis Pasteur. Mais par contre, c'est vrai que l'allemand Koch a vraiment permis une avancée décisive, puisqu'il faut s'imaginer les ravages
que produisait la tuberculose à l'époque. Et c'est grâce à ces avancées que nous avons réussi à traiter et à faire de la tuberculose une maladie quasiment disparue. En fait, le 19e siècle, c'est le siècle des sciences et des découvertes, et ce dans tous les domaines, en chimie, dans l'industrie, dans la biologie. C'est au 19e siècle que l'on découvre la machine à vapeur, l'électricité, l'expansion des chemins de fer et du train, les balbutiements de ce qui va devenir un peu plus tard le cinéma, puis les moyens de locomotion, de transport, la découverte et le traitement de certaines maladies. Bref, le 19e siècle, c'est vraiment le siècle des sciences. En France, nous avons le siècle des Lumières. Et au 19e siècle, c'est le siècle de la science. Il y aura également beaucoup d'avancées dans les mathématiques, la philosophie également. Et que on va avoir un peu ce siècle de la raison avec une opposition entre la science et la religion. Au 19e siècle, la médecine, elle est considérée comme une profession d'élu, au sein de laquelle seuls les meilleurs sont appelés à exercer. Et Lazare d'Acoronia, bien qu'étranger, puisqu'il est né en Grèce, il fait partie de cette élite. Et nous avons retrouvé son parcours universitaire, et on peut dire que son cursus, il est exemplaire. Il réussit son externat en 1860, puis son internat en 1863. Il est reçu 8e sur 31 à l'Hôtel-Dieu de Paris, et Lazare obtient donc à 32 ans son doctorat de médecine. Il va présenter une thèse. Il va la présenter le 7 août 1867 et elle porte sur l'influence des émanations volcaniques sur les êtres organisés, particulièrement étudiés sur l'île de Santorin lors de l'éruption de 1866. Donc on peut voir son attachement à son île natale puisqu'il va faire sa thèse sur l'île de Santorin et bien sûr sur l'influence des émanations gazeuses produites par ce volcan, puisque il y a un volcan à Santorin, et on suppose qu'il va étudier l'éruption de 1866. Alors qu'est-ce que l'Hôtel-Dieu? Parce que je vous ai parlé de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'est le plus ancien hôpital de la capitale, parce qu'il a été créé en 651. Ce n'est pas une erreur, c'est pas 1651, c'est bien 651. Au 19e siècle, cet établissement fréquenté par Lazare d'Acoronia connaît une formidable campagne de destruction-reconstruction, car en 1867-1878, entre ces deux dates, pas moins de 22 000 m² vont être retravaillés, et sur ce terrain naîtra ce qui deviendra l'actuel Hôtel-Dieu, lieu dédié à la médecine et à la recherche médicale. On va entamer notre première pause médicale, j'allais dire. Musicale ? Musicale, oui. La pause médicale, c'est après. Alors, je tiens quand même à dire que la pause musicale a été choisie par Julien Donzel. Radio Grand Lac décline toute responsabilité. C'est pour faire des liens, on le verra tout à l'heure avec notre histoire, puisque la première musique, c'est Demis Roussos. Oui. Et donc, bien sûr, vu que... Quand je t'aime. Et vu que... parce que t'as voulu trouver un grec, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, pour moi, chanteur grec, tout de suite, c'est Demis Roussos, ça va pas chercher bien loin. Matin, Ah, complètement. Allez, on écoute. Puis je trouve que tu lui ressembles, surtout au niveau de la barbe. Au niveau de la barbe. Allez, on écoute ça et donc on va faire un petit tour en Grèce. Normalement, c'est le dimanche matin entre 11h et midi dans RGL Flashback. Mais là, c'est toujours bon. De toute façon, un petit Demis Roussos. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Après ce petit passage en Grèce avec Demis Roussos que tu as souhaité, cher Julien Donzel. C'était par rapport à notre émission de ce midi, mais parce que là j'ai reçu un message pendant la pause musicale. Marion m'a dit oui, tu aurais pu au moins me dédicacer la musique. Mais bien sûr. Alors bien sûr, on va. Alors je dédicace cette musique de Demis Roussos. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on la réécoute. à Marion, donc, qui nous Marion, écoute. Je peux te dire qu'il en a parlé, qu'il en a parlé au début, qu'il voulait te dédicacer ce titre, mais ensuite, nous sommes partis dans notre enthousiasme et on y a oublié. On avait hésité entre Demis Roussos et Thierry Pimpon sur Chihuahua, et en fait, on s'est dit plutôt Demis Roussos. Demis Roussos pour Marion. Alors, de qui tu nous parles déjà dans ces chroniques de Savoie, cher Julien? Du docteur Lazare d'Acoronia, qui aura marqué l'histoire et qui est né en Grèce et mort en Savoie. À Challes-les-Eaux. À Challes-les-Eaux, oui, tout à fait. Donc, qui est donc ce Lazare d'Acoronia, ce médecin. Donc, nous l'avons quitté quand il a fréquenté l'Hôtel-Dieu de Paris. Et en fait, nous allons faire un bond dans le temps, puisqu'en 1866, c'est vraiment l'année charnière dans sa vie, puisqu'il acquiert la nationalité française par un décret impérial signé par le garde des Sceaux de l'époque, le ministre de la Justice, Pierre-Jules Baroche.
Alors vous imaginez que sous le Second Empire, donc nous sommes sous Napoléon III, il était quand même particulièrement difficile d'obtenir la nationalité française. D'ailleurs, il est précisé que celle-ci lui est accordée à titre exceptionnel. L'année d'après, en 1867, Lazare da Coruña est admis à la Société d'anthropologie de Paris, qui est en fait une société savante reconnue d'utilité publique, qui a été fondée en 1859 par le grand scientifique Pierre Broca, qui fut le premier à comprendre le rachitisme, et il est aussi considéré comme le pionnier de l'imagerie cérébrale, quand je vous dis que le 19e siècle est vraiment marqué par des découvertes importantes dans l'histoire. Et c'est quelques années plus tard que Lazare prend le large, et c'est là vraiment que son destin va changer. Puisqu'en 1869, Lazare da Coruña quitte Paris, il a vécu dans l'actuelle rue Casimir-Périer, et il prend la direction d'Alexandrie dans l'Égypte ottomane. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Lazare da Coruña va faire dans l'Empire ottoman, donc en Égypte? Et on connaît bien sûr l'influence anglaise dans ce territoire méditerranéen. Donc que va faire Lazare da Coruña? Eh bien tout simplement, puisque c'est en 1869, et plus précisément le 17 novembre, que va se dérouler un événement très important dans l'histoire du monde, puisque c'est l'inauguration du canal de Suez. Ce fameux canal, dont le concepteur est le français Ferdinand de Lesseps, est le résultat de pas moins de 10 années de travaux gigantesques, et ces travaux vont permettre de relier la mer Méditerranée et la mer Rouge. En fait, pour tous les navires, pour tous les navires marchands, bien sûr, et ça évite de faire le tour de l'Afrique et d'aller directement en Méditerranée par ce canal de Suez. En gros, si vous connaissez Vasco de Gama, vous savez, il est parti du Portugal, il a contourné l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance pour aller en Inde. Et maintenant, pour les navires de commerce et aussi bien sûr les navires de guerre, ils font des économies, que ce soit en carburant mais également en argent, pour se rendre directement en Méditerranée. Ce projet de percement du canal de Suez, il n'est pas récent, puisque déjà les Perses sous l'Antiquité, les Perses du fameux roi Darius, avaient un tel projet en tête. Mais bien sûr, vous imaginez que au 5e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas les capacités techniques pour accomplir une tâche aussi colossale. Point de passage central dans le commerce mondial, le canal de Suez représente encore aujourd'hui la 3e source de revenus de l'Égypte. Alors nationalisé par Nasser en 1956, vous savez que le contrôle du canal a été le fruit d'une crise diplomatique et militaire appelée la crise de Suez, qui a mis en proie les Égyptiens d'un côté et les Anglo-Français de l'autre, à qui appartenait la concession et l'exploitation du canal. Bref, pourquoi un médecin français né en Grèce est-il présent en Égypte à l'occasion de cet événement central de la fin du 19e siècle? Eh bien simplement car une délégation de médecins fut appelée pour se charger, croit-on, des soins de la famille impériale, et plus particulièrement de l'impératrice Eugénie, qui représente son mari à cette fameuse inauguration. La même année, donc Lazare da Coruña accompagne Charles-Marie Vladimir Brunet de Presles dans le Sinaï pour étudier le fonds documentaire d'une bibliothèque. Alors il va rencontrer Brunet de Presles, plus simplement appelé Brunet. C'est un grand savant qui touche un peu un touche-à-tout comme on peut trouver souvent au 19e siècle, passionné par l'Antiquité. Il est historien, spécialiste de la période hellénistique et byzantine, mais également papyrologue. Alors le papyrologue, ce n'est pas le spécialiste des papys, c'est la traduction de documents grecs retrouvés en Égypte. Alors vous allez me dire, en Égypte on retrouve du grec. Eh bien oui, car Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il prit pied en Égypte et à sa mort, il va mettre à la tête de l'Égypte la dynastie des Ptolémées, et ils vont régner sur l'Égypte jusqu'à une reine très célèbre qui est la reine Cléopâtre, puisque oui, Cléopâtre n'est pas vraiment fruit de l'Égypte, mais descendante d'un général grec qui a servi sous Alexandre le Grand. Bref, revenons à notre Lazare, et nous sommes le 19 novembre 1877, et Lazare da Coruña est admis à l'Institut égyptien, et il va participer régulièrement à des séances, en 1882, 1884, 1904, 1905 et 1907. En 1884, il va rédiger un article intitulé « Étiologie et sémiologie de l'épidémie colérique », donc c'est de choléra, de 1883 en Égypte. Alors, qu'est-ce que l'étiologie et la sémiologie? Alors, pour faire simple,
L'étiologie, c'est l'étude des causes d'une maladie. Et la sémiologie, c'est l'étude des symptômes d'une maladie. Afin, bien sûr, d'en poser le diagnostic et pouvoir la traiter. Car en cette fin de 19e siècle, la grande maladie, pour ne pas dire la pandémie à laquelle sont confrontés les Égyptiens, c'est le choléra. Et Lazare était présent en Égypte lors de 2 vagues épidémiologiques, celle de 1877-1878, au cours de laquelle il se chargea de sécuriser le pèlerinage jusqu'à la Mecque. Et donc, parmi les mesures mises en œuvre, l'organisation de la quarantaine. Alors, l'organisation de la quarantaine, quand je vous dis ça, ça nous rappelle tous quelque chose dans les années, on va dire 2020-2021. Et donc, il organise la quarantaine pour des pèlerins qui reviennent de la Mecque et qui débarquent au port de ce qu'on appelle Djebel Tor. Aujourd'hui, c'est la ville que l'on appelle El Tor, qui est dans le sud de la péninsule du Sinaï. Donc, il est chargé de la mise en quarantaine de pèlerins. En janvier 1878, il va rédiger une lettre à un confrère français qui habite aussi en Égypte, où il est fait mention du débarquement de 2681 pèlerins, dont 36 sont décédés. Donc son but, c'est vraiment d'éviter la propagation de la maladie et d'organiser des quarantaines, le temps de voir que ces pèlerins ne sont pas touchés de la maladie. Et bien sûr, s'ils sont touchés, de les écarter, les mettre le plus possible éloignés des populations saines. Dans un rapport écrit par un certain Fauvet, nous n'avons que son nom de famille, et qui concerne cette fameuse épidémie de choléra en Égypte, le nom de Lazare d'Acoronia est mentionné dans ces termes. Je cite, « J'associe à ces éloges messieurs les docteurs Arnaud, médecin sanitaire ottoman à Djebba, et d'Acoronia, médecin sanitaire envoyé à Djebel Tor. Ça signifie que son action a été remarquée en plus haut lieu. » Et bien sûr, la deuxième épidémie des choléra, c'est celle de 1883, où le choléra se répand à partir de la ville de Damiette. En fait, on est dans le delta du Nil, puis dans la Haute-Égypte. Le choléra prend de l'ampleur, puisque cette maladie va causer la mort de 1500 personnes par jour dans la capitale égyptienne, c'est-à-dire au Caire. Pour faire face à cette épidémie impitoyable, une mission de médecins français se rend en Égypte après une demande du fameux Louis Pasteur. Lazare d'Acoronia, en sa qualité de vice-président du Conseil de santé d'Égypte, est chargé de se rendre rapidement à Damiette pour enquêter sur les premiers cas de choléra dans la ville. C'est quelque chose que l'on connaît très bien aujourd'hui. C'est en fait l'enquête sur le patient zéro. C'est en fait celui par lequel la pandémie se propage. Alors pour ces actions en faveur de la lutte contre le choléra, faut vous imaginer 1500 morts par jour au Caire, Lazare est mentionné dans plusieurs articles de la presse égyptienne. Alors attention, c'est en anglais, The Egyptian Gazette, et dans le Bosphore égyptien, qui était une revue française, enfin francophone. Il est mentionné dans un article du 8 mai 1884 que Lazare reçut du vice-roi d'Égypte, qu'on appelle le Khedive, les insignes de commandeur de l'Osmanier, qui est en fait un ordre honorifique de l'Empire ottoman, et qui était décerné de 1861 à 1922 pour récompenser les services civils et militaires, aussi bien aux ressortissants turcs qu'aux étrangers, puisque en Égypte, Lazare d'Acoronia est un étranger puisqu'il est né en Grèce et naturalisé français. En Égypte, Lazare d'Acoronia, en remerciement de ses actions en faveur de la santé publique et de la lutte contre les épidémies, est nommé Bey en 1878. C'est un titre honorifique décerné directement par le sultan. Alors la tradition veut que la mention du titre de Bey soit placée après le nom de famille. Et donc, Lazare d'Acoronia va maintenant s'appeler Lazare d'Acoronia Bey. Et si vous allez à Chasles-des-Eaux, au cimetière là où il est enterré, et vous verrez qu'il est enterré sous le nom de Lazare d'Acoronia Bey. Autre titre décerné à Lazare, la médaille de bronze de l'assistance publique, qui est un ordre institué en 1866 et qui récompense ceux qui se sont dévoués, vous l'aurez deviné, en faveur de l'assistance publique. Et la médaille de bronze, elle est traditionnellement attribuée aux médecins ayant œuvré plus de 10 années. Nous arrivons à 13h30, nous allons faire une petite pause musicale. 13h29, oui. Julien. J'ai dit nous arrivons à 13h30. Alors, deuxième pause musicale dans cet exposé toujours brillant, toujours intéressant. Et alors là, tu as voulu sélectionner un chanteur égyptien. Alors, français, mais né en Égypte. Tout à fait. Français. Claude François. Claude. Avec la chanson Belinda. Et pourquoi Belinda? Parce que c'est celle que je connais le mieux. D'accord. Voilà.
Bon, bah, Et puis il y a une chorégraphie aussi, tu pourrais nous la faire, voilà, écoute, Jean-Pierre. nous allons la faire en direct sur les réseaux sociaux. En quoi En direct. En direct. Allez, on écoute maintenant le petit tour en Égypte. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Après Demis Rousseau, c'est Claude François. Nous voici une nouvelle fois avec Julien Donzel pour cette émission un peu spéciale sur l'histoire de la Savoie, sur l'histoire d'un homme que beaucoup ne connaissent pas. C'est ça, tout à fait, et qui a œuvré notamment dans la médecine et qui a participé à la lutte contre les grandes épidémies de choléra. Oui. En Égypte à la fin du 19e siècle. Et donc tu as parlé de la chanson Belinda sur quel terme, en disant que c'était original. Oui, c'est un peu à l'image du chroniqueur en fait, et puis du directeur d'antenne aussi. C'est Allez, original. On continue. Et donc, après cet épisode égyptien où Lazare da Coruña a été reconnu pour son travail en faveur des malades du choléra, nous allons un peu aller du côté de la presse people, puisque quelle a été la vie un peu privée du docteur Lazare da Coruña Bey? Eh bien, il épouse Jeanne-Alexandrine Escoffier, qu'il a connue au Caire le 6 octobre 1884. Il l'épouse à Paris. Et de cette union vont naître 2 enfants, Gabriel, qui est né le 21 octobre 1886 au Caire, et Irène, qui est née le 31 décembre 1887. Alors, sa fille naît le 31 décembre et c'est étrange de voir que pour le 2e anniversaire de sa fille, Lazare da Coruña va avoir, pour les 12 ans de sa fille, va avoir un cadeau assez particulier puisqu'il va être fait chevalier de la Légion d'honneur, qui est en fait la plus haute distinction honorifique française, créée, vous le savez, par Napoléon, alors premier consul en 1802. Cette Légion d'honneur, elle récompense tant les civils que les militaires pour des services éminents rendus à la nation. Alors, comme vous le savez, donc après son long séjour égyptien, Lazare da Coruña retourne en France en mai 1884, mais il garde vraisemblablement un point d'attache au Caire, puisqu'il y retourne. Il va en Égypte de nombreuses reprises avant de se fixer en France aux alentours des années 1900. Et c'est d'ailleurs en France qu'il va passer ses dernières années de sa vie, puisqu'il va acheter un château qu'on appelle le château da Coruña, aujourd'hui occupé par une famille, et c'est là qu'il va décéder. C'est une maison forte qui est magnifique, que vous voyez, qui est au-dessus du terrain d'aviation. Et le château da Coruña est, selon certaines informations, la plus ancienne maison forte de Savoie, et se situe sur l'ancienne maison forte dite du Puy, P-U-Y, et devint au XVe siècle la propriété de Jean Bescson, qui était le trésorier du duc de Savoie. Elle a été vendue au procureur du Sénat de Savoie en 1569 à Guillaume Gariot. Lazare da Coruña, nous le savons, va retourner à plusieurs reprises en Égypte à la fin de sa vie pour assister à des réunions de l'Institut d'Égypte. Et Lazare da Coruña va décéder à Jalles-les-Eaux le 13 juin 1908 à 23h30 à l'âge de 73 ans, âge quand même particulièrement avancé pour l'époque. Dans son acte de décès qui est écrit le 14 juin, on explique que sa mort est survenue à son domicile. La descendance directe de Lazare da Coruña s'éteindra avec ses enfants, puisque Gabriel da Coruña va décéder sans enfant à l'âge de 31 ans à Paris, de même que sa fille Irène, épouse du médecin Gérard de Parel, qui est morte à Antibes en 1941. Pour la petite histoire, sa fille Irène da Coruña était une joueuse de tennis émérite, et elle participa en 1913 à la première édition du tournoi de tennis d'Aix-les-Bains. Et le 9 novembre 1908, donc bien sûr, vous savez, les informations mettaient quand même du temps à arriver. Donc Lazare est décédé le 13 juin et le 9 octobre 1908, donc quelques semaines plus tard, Yacoub Artin Pacha, qui est le président de l'Institut égyptien, lui rend bien sûr un vibrant hommage en déclarant « Toute sa longue carrière médicale en Égypte, vous l'avez tous connu actif et humanitaire, soit dans ses fonctions officielles au service de l'État, soit comme patricien. Ses qualités, sa science et sa modestie lui ont valu l'estime de tous ceux qui l'ont approché. Lazare da Coruña est enterré à Jalles-les-Eaux, dans l'ancien cimetière, à seulement quelques mètres du docteur Louis Dominget, qui est un autre célèbre scientifique local, qui lui a découvert l'eau soufrée de Triviers, qui a permis en fait de lancer l'histoire thermale de Jalles-les-Eaux. Et en fait, pour la petite
anecdote, j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines les actuels propriétaires du château d'A Coruña, qui à l'occasion de travaux de réfection, notamment au niveau du balcon, ils ont fait de la réfection, donc ils ont poli le balcon, ils sont tombés sur une peinture bleue. Et on peut se dire, qu'est-ce que le bleu va faire là-dedans? Pourquoi du bleu sur une terrasse à Challes-les-Eaux? Parce que c'est vrai qu'il y a c'est pas forcément une couleur locale. Et il s'avère que ce bleu, c'est le même bleu que l'on retrouve à Santorin, dans l'île des Cyclades. Donc on peut se dire que Lazare d'A Coruña, grec, français, ayant exercé en Égypte, a toujours gardé la nostalgie de son pays qui l'a vu naître, et que, bien sûr, il se croyait sur les hauteurs de Challes-les-Eaux, peut-être un peu sur la caldeira de Santorin. Et c'est comme ça que je vais terminer cette histoire. Nous sommes un peu plus en avance par rapport à d'habitude, et puis je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous le vendredi 4 avril, mais nous n'avons pas encore fini puisqu'il y a pas mal d'annonces à faire pour une prochaine édition des Chroniques de Savoie. Alors je n'ai pas encore le thème, mais j'aimerais beaucoup. Pas le thème, Julien. Mais j'aimerais beaucoup que l'on parle de Camille Costa de Beauregard. Pourquoi tu voudrais qu'on en parle maintenant? Nous allons assister dans quelques semaines, ça va être au mois de mai prochain, à sa béatification. Et c'est quand même pas tous les jours que nous avons un Savoyard béatifié. Donc j'aimerais bien trouver un invité qui nous parle de la vie de Camille Costa de Beauregard, qui est vraiment une personne qui a œuvré, on va dire, pour le bien des Savoyards, et notamment des Chambériens, puisqu'il a fondé la fondation du Bocage, et donc fondation historique qui existe toujours. Et donc j'aimerais bien parler de cet illustre personnage, futur saint d'ailleurs, donc savoyard, qui aura vraiment marqué son époque et notre territoire. Alors quand je dis notre territoire, c'est plus côté chambérien, mais son nom rayonne au-delà des frontières de la Savoie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, ce sera le 4 avril. Le 4 avril. Le 4 avril, oui, le premier vendredi du mois. En tout cas, merci. Oui, on termine un petit peu plus tôt parce qu'il fait beau, il fait chaud, et donc tu avais envie d'aller à la plage, je crois. Je vais surtout retourner travailler, mais pourquoi pas. Il est 13h39, les amis. On est toujours en direct sur Radio Grand Lac. C'est la fin des Chroniques de Savoie. Alors pas tout à fait. Pas tout à fait. Tu as encore des. D'accord. Oui, parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous avez la chance d'être adhérent à l'association Le Cercle de Savoie, puisque nous avons notre ami Laurent Gruas, qui est rédacteur d'une revue qui s'appelle Les Cahiers du Cercle de Savoie, et vous aurez l'occasion de lire un article formidable. Je l'ai moi-même lu, qui s'appelle « La marine savoyarde lors de la bataille de l'Épante ». Ah non, on en a déjà parlé, ça. Oui, et puisque j'ai fait une émission et une conférence, j'ai rédigé un article, et vous pourrez voir cet article dans cette revue du Cercle de Savoie qui sort aujourd'hui. D'accord. Et où est-ce qu'on se procure cette belle revue? Vous allez sur Internet, sur le site Internet de l'association. Vous adhérez et vous avez des revues. Alors c'est des revues, quand je dis revues, c'est des revues numériques, elles font 70 pages. D'accord. Donc, c'est des grandes revues qui reviennent sur l'histoire, l'actualité de nos territoires. Donc je vous invite vraiment à la découvrir. Alors pas seulement parce qu'il y a mon article, bien sûr, mais parce que il y a quantité d'interviews intéressantes. Dans ce numéro, nous avons le député Vincent Rolland qui prend la parole. D'accord. Ok. Voilà, écoute, merci pour cette information. Et de rien. Et on te retrouve dans un mois pour une émission peut-être un petit peu plus longue. Bien sûr, on terminera. À 14h. À 14h. En tout cas, merci. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Bon week-end. 92.1 radiograndlac.com. Vous connaissez ça et vous aimez. Et vous avez bien raison. Bon après-midi. À bientôt, Julien. À bientôt. Merci.